Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et au sommaire d'aujourd'hui, une exposition exceptionnelle au Grand Palais. Pendant quelques jours seulement, une trentaine de tapis parmi les 92 commandés par Louis XIV sont réunis. Longtemps dispersés après le départ du roi pour Versailles, ils n'avaient jamais été présentés comme à l'origine. Après une importante campagne de restauration par le Mobilier National, ils sont enfin exposés en 2025. Tels qu'ils avaient été pensés. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevons Fabrice Bousteau qui est directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine. Il décrypte les résultats d'un sondage surprenant. L'art contemporain séduit bien plus que l'on imagine. C'est parti pour Art et Marché. Pour affirmer sa puissance, Louis XIV commande 92 tapis destinés à recouvrir le sol de la Grande Galerie du Louvre. Un projet spectaculaire qui ne verra pourtant jamais le jour. Le roi Soleil s'installe ensuite à Versailles, laissant cette ambitieuse commande inachevée. Pour la première fois, une partie de ces tapis est aujourd'hui présentée au Grand Palais après une vaste campagne de restauration menée par le Mobilier National. Nous sommes allés sur place, sur les pas de l'histoire de cette commande exceptionnelle. Ça n'a encore jamais été fait. C'est un chapitre de l'histoire de l'art complètement unique. Nous avons déroulé ici, dans la nef du Grand Palais, 32 des tapis de la Savonnerie tissés pour Louis XIV. Il a fait faire tisser 92 tapis pour la Grande Galerie du Louvre. L'idée, en fait, c'était un tapis de tisser le plus grand tapis du monde. Et ça a pris 20 ans de tisser ces tapis. Et quand ils ont fini à la fin des années 1680, Louis XIV avait s'intéressait plus au Louvre, il a déménagé à Versailles et en fait les tapis ont été oubliés, ils ont été envoyés aux garde-meubles à Couronne et n'ont pas été utilisés. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, 350 ans, nous avons déroulé un tiers de cette série. C'est au début du règne de Louis XIV. Le Louvre est un château qui est très démodé et en fait Colbert et Louis XIV veulent faire du Louvre le plus grand et le plus somptueux palais au monde. Et il y a la Grande Galerie du Louvre qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, qui est le lien entre le Louvre et les Tuileries. Et l'idée, c'est d'aménager, de décorer cette galerie qui mène au trône. Et c'est une galerie de 440 mètres. Les ambassadeurs à la cour de France allaient traverser cette énorme galerie de presque un demi-kilomètre et qu'à la fin, quand ils arriveraient au trône et pour voir le roi de France, ils auraient été convaincus qu'ils étaient en la présence, si vous voulez, d'un demi-dieu. Et d'ailleurs, cette idée de Louis XIV étant vraiment ce roi soleil, ce demi-dieu, vous la retrouvez dans l'iconographie de ces tapis où vous avez des représentations d'Apollon et d'Hercule. Tous ces tapis sont normalement enroulés. Ceci dit, chaque tapis raconte une autre histoire parce qu'ils ont tous été utilisés ou à Versailles et à Fontainebleau et plus tard à l'Élysée. Il y a par exemple un tapis qui est d'ailleurs très très bien préservé, qui était pendant des dizaines d'années dans le bureau du président de la République. Et ces tapis ont souvent été au 19e siècle, on se trouve ça chez Chocorn, mais ils ont été utilisés comme de la moquette, dont ils étaient coupés pour faire de la place pour des cheminées, etc. Moi je travaille pour le Metropolitan Museum et nous avons 3 tapis de la Grande Galerie dont nous sommes très très fiers. Mais il y en a encore ailleurs dans d'autres musées américains, en Grande-Bretagne et aussi quelques collections particulières. Et d'ailleurs, quelquefois, il y a des fragments qui passent en vente et donc on a travaillé avec tous les hôtels de vente, nous sommes en conversation avec tout le monde pour justement essayer de retrouver des fragments. D'ailleurs, la semaine prochaine, à New York, dans une vente, il y aura un tapis qui a été cousu ensemble de 2 fragments qui faisaient partie du premier tapis qui va passer en vente. Il y a très très longtemps que la dernière fois un grand tapis complet a été vendu, ça c'est extrêmement difficile, mais après les petits fragments, les gens ne savent pas que c'est un fragment de la Grande Galerie, donc quelquefois on peut trouver des choses pour très peu. Beaux-Arts Magazine a célébré la parution de son 500e numéro et à cette occasion, le magazine a commandé un sondage exclusif pour mieux comprendre la relation que les Français entretiennent aujourd'hui avec l'art. Pour décrypter ces résultats, je suis ravie d'être en compagnie de Fabrice Bousteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine et ce qui m'a frappé particulièrement, c'était vraiment le comparatif entre un premier sondage que vous avez réalisé, que Beaux-Arts Magazine a réalisé en 2000 et le sondage qui a été réalisé aujourd'hui. On voit un écart quand même hyper flagrant entre l'appréciation de l'art contemporain
À l'époque, c'était dans les 14%, aujourd'hui 64%. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce grand intérêt, cette évolution de l'intérêt pour l'art contemporain? Bon, c'est vrai que le sondage, il traduit une sorte de révolution, en quelque sorte, du goût des Français. Et au moment où, vous savez, on a toujours tendance de dire à l'art contemporain, ça ne concerne qu'une élite. Et en fait, là, les chiffres montrent... Oui, il y a beaucoup de clichés autour de l'art contemporain. Tout le contraire, puisque 4% des Français apprécient l'art contemporain, et c'est valable aussi dans toutes les catégories sociales, dans toutes les tranches d'âge. On se rend compte aussi que aussi bien les chômeurs, les agriculteurs ont ce goût pour l'art contemporain. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû en fait à 50 ans de politique culturelle, à l'exception culturelle française. On oublie de dire qu'au cours, par exemple, des 20 dernières années, ça explique les sondages, qu'il y a un grand nombre de fondations d'art contemporain qui ont été créées à Paris, mais pas simplement, un peu partout. Que des grandes manifestations, par exemple, comme l'île 3000, comme le voyage à Nantes. Donc, partout en région, il y a eu un grand nombre d'initiatives en faveur de l'art contemporain. Donc, il y a eu une forme de démocratisation, de médiatisation de l'art contemporain. Et même si les Français, dans ce sondage, disent qu'ils ne comprennent pas toujours cet art contemporain, mais ça les intéresse davantage que justement que les impressionnistes. Donc c'est là où il y a une révolution totale. Et ils appellent réellement à encore davantage d'art. 82% des Français veulent davantage d'art dans leur vie quotidienne. Et leur vie quotidienne, c'est aussi bien les hôpitaux, que les écoles, l'école, que les œuvres en espace public. Donc il y a un appétit d'art. Et je pense que si on faisait le même sondage sur toute l'Europe, oui. On verrait que la France est très différente de ses voisins européens, parce que la France a investi considérablement sur la culture et sur l'art. Donc l'exception culturelle française, ça résiste encore aujourd'hui, c'est encore dans le cœur des Français 100%, oui, dans leur cœur en tout cas. C'est grandement dans le cœur des Français. Et par rapport je me disais aussi sûrement les réseaux sociaux, parce que est-ce que l'art contemporain est devenu cool en fait? Parce que avant on parlait de l'art contemporain comme quelque chose quand très de niche, quelque chose, voilà, comme vous le disiez, élite, on comprend pas. Hein. Maintenant, c'est cool d'être au musée. Oui, c'est cool, en tout cas, ça intéresse, ça pose des questions. Et je pense qu'on est aussi, ça traduit ce sondage aussi une sorte de révolution mentale des Français. Il y a un autre chiffre qui est absolument très 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 étonnant, c'est qu'il y a il y a presque 65% des Français qui ont une pratique artistique, amateur ou professionnelle. Alors, principalement de la photographie, mais aussi du dessin, de la peinture. Et ça, c'est complètement fou. Et le chiffre même le plus étonnant, on est en train de devenir une nation d'artistes, puisque 85% des moins de 25 ans déclarent avoir une pratique artistique. Et vous vous souvenez du mot « tous artistes », on est peut-être à une transformation de la civilisation, où effectivement, l'art devient une manière de penser différemment, d'agir différemment. Et les Français considèrent en grande majorité que ça leur procure du bonheur, de la joie, et d'ailleurs donne à l'art des vertus thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, par exemple, beaucoup de programmes qui sont développés dans les hôpitaux où, en fait, l'art sert à guérir également. Et c'est pour ça qu'il y a quand même 32% des Français qui déclarent avoir une œuvre d'art originale. Et ça s'étale encore plus quand on parle d'avoir une œuvre d'art, une reproduction chez soi. Ça, c'est beaucoup, c'est en progression. Comment est-ce que vous voyez ce chiffre? Alors, il y a 20 ans, on n'avait pas posé la question. Et pour être honnête avec vous, au sein de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, quand on a élaboré les questions du sondage, l'ensemble de la rédaction m'a dit « Mais tu es fou furieux, parce qu'on va avoir des résultats complètement faibles. On va, vous vous attendiez à avoir 5% des Français qui ont une œuvre d'art. » Or, votre émission s'appelle L'art et le marché. Ce que les gens oublient tout le temps, parce qu'on parle souvent des records extraordinaires de vente d'œuvres d'art, mais 95% des œuvres d'art dans les ventes aux enchères sont à moins de 5 000 euros. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de 30 000 artistes vivants déclarés comme tels. Moi, je suis né dans une petite ville en Haute-Marne, à Chaumont, de 20 000 habitants, et il y avait 5-6 grandes figures d'artistes locaux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les Français, ils sont dans leur quotidien en relation avec des artistes, et effectivement, 32% des Français qui achètent une œuvre d'art, quand on leur pose la question
Où avez-vous acheté, enfin, comment avez-vous cette œuvre d'art? Est-ce que c'est un héritage? En majorité, ils l'ont acheté, et en majorité, ils l'ont acheté directement à un artiste. Donc ça montre vraiment qu'ils sont investis dans à la fois ils peignent, ils dessinent, c'est une activité pour eux, et ensuite ils vont aussi vers les galeries. Vous avez parlé un petit peu de région, etc. C'est en progression, mais il y a quand même encore un peu de travail à faire pour que ce soit décentralisé. Là, à votre avis, quelles seraient les grandes marches à traverser pour permettre une démocratisation encore plus élevée? Il y a encore beaucoup de marge, puisque évidemment le sondage montre, quand on pose la question aux Français, pourquoi n'avez-vous pas été voir d'exposition? Est-ce que c'est parce que le tarif d'entrée de l'expo est trop cher, ou est-ce que parce que ça vous intéresse pas? Alors ça, c'est 37%, mais le deuxième chiffre le plus important, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre culturelle à proximité. Donc évidemment, et c'est une réflexion, je crois, à droite comme à gauche aujourd'hui, de vouloir encore davantage. Il y a des sortes de petits déserts culturels. Les régions rurales ont beaucoup moins d'offres culturelles que les grandes villes. Et donc, effectivement, il faut continuer l'aménagement culturel du territoire, et puis développer aussi ces initiatives qui sont les festivals, les grandes manifestations d'art public. Et dites-vous qu'il y a de plus en plus d'initiatives, y compris, je pense à des manifestations comme le Vent des Forêts, des manifestations qui ont lieu dans des petits villages. Et je pense que les gens sont très demandeurs d'aller mettre de l'art contemporain près de chez eux. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui existent que les Français ne connaissent pas, comme par exemple le réseau des artothèques, qui est considérable en France et qui vous permet pour 50 euros un peu comme quand vous allez à la bibliothèque, vous empruntez des livres à la bibliothèque, ben là vous empruntez des œuvres d'art, et vous pouvez avoir une estampe de Soulages chez vous pour 35, je crois, euros par an. Par an? Ah oui, donc c'est très accessible. Et ça, c'est un programme qui a été justement repris par la ministre de la Culture, Rachida Dati. C'est un programme, en tout cas, qui est en cours, dont on parle. Qui est repris, mais c'est un réseau d'artothèques qui est très, très, très fort et ancien, et qui se développe. Et en fait, les Français ne savent pas qu'ils peuvent, pour la plupart, aller emprunter une œuvre d'art comme ils iraient emprunter un livre à la bibliothèque. Merci beaucoup Fabrice Bousteau. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, donc qui a célébré son 500e numéro avec ce sondage. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.